Paris Direct continue, on est toujours ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Gauthier Ribinski, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Et face à vous, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Qui titre en une pour ce mois de mai sur l'Afrique dans le monde et aussi Bola Tinubu, président élu du Nigeria. Après avoir été, dites-vous, faiseur de roi. Vous expliquez effectivement le destin hors norme du futur président donc du Nigeria qui prendra ses fonctions à la fin du mois. Au sommaire de votre face-à-face, 5 morts en Tunisie dans une fusillade hier devant la synagogue de l'Agriba où s'achevait un pèlerinage annuel avec de nombreux juifs venus de l'étranger. Parmi les victimes figure d'ailleurs un Français. On ignore toujours les motivations de l'assaillant, un gendarme qui a ouvert le feu avant d'être abattu. La Turquie en balance, pour ou contre ? Continuer avec Erdogan. Après 20 ans de pouvoir islamo-conservateur de l'AKP, les électeurs turcs vont-ils tourner la page? Début de réponse ce dimanche. On va plus loin. Pourquoi un gendarme en Tunisie a-t-il ouvert le feu hier devant la plus ancienne synagogue d'Afrique? On ignore toujours quelles sont les motivations de l'assaillant, abattu après avoir tué 5 personnes, 3 de ses collègues et 2 fidèles lors d'un rassemblement marquant la fin du pèlerinage juif annuel de l'Agriba sur l'île de Djerba. Parmi les nombreux témoins, l'ancien ministre tunisien du Tourisme, René Trabelsi, était présent sur place. Il a livré son récit de la fusillade à France 24. Écoutez. Je suis rentré dans la synagogue et c'est là où j'ai entendu des coups de feu très nourris, on dirait un feu d'artifice. J'ai compris tout de suite qu'il y a eu une fusillade. J'ai essayé de sortir, mais la police a bloqué tous les issues de la synagogue. Il y avait à peu près 800 personnes qui étaient sur place, protégées par la police. Et on est resté environ 2h30 bloqués, le temps de nettoyer l'endroit où il y a eu le fusillade, de sécuriser surtout la zone. Il y avait des hélicoptères au-dessus de la synagogue. Ils ont ratissé tous les endroits en pensant qu'il y avait peut-être une complicité. Mais après, on a sorti d'abord les pèlerins qui allaient dans les hôtels dans des bus. Et après, la communauté juive de Djerba ont pris leur voiture, escortés tous par des policiers. Et vous vous trouvez sur place à Djerba pour France 24. Lilia Blaise, dites-nous quel est le sentiment ce soir, près de 24 heures après les faits? Alors c'est vrai que malgré le calme relatif dans l'île, on peut voir que beaucoup sont encore sous le choc. J'ai pu parler à des juifs tunisiens, mais aussi des juifs venant de l'étranger pour ce pèlerinage, qui sont restés toute la journée dans leur hôtel, qui ont refusé de sortir. Certains sont sortis dans la rue pour essayer de donner ou de dire un dernier adieu aux 2 juifs qui sont morts dans la fusillade. Et puis il y a eu aussi plusieurs pèlerins qui sont retournés vers Tunis, mais on sent vraiment la tension et aussi vraiment l'inquiétude de beaucoup. Alors c'est vrai qu'un énorme arsenal sécuritaire, encore plus important que celui qui avait été déployé pour le pèlerinage, est actuellement sur l'île. Rien que pour accéder à l'île, nous avons attendu plus de 3 heures pour prendre le bac qui mène à l'île de Djerba, avec d'importantes fouilles des sécuritaires de tous les véhicules qui attendaient. Donc on peut voir que même s'il y a un calme relatif, la situation est encore tendue. Vous restez avec nous, Lilia. L'enquête est en cours. Emmanuel Macron, lui, sur Twitter, condamne un acte antisémite. Ce sont ses mots. Il n'y a pas de doute, Gauthier, sur la nature clairement antisémite de l'acte? Alors, il faut faire attention parce que gloser sur cette question, c'est de tomber dans le piège. On va prendre ce que l'on sait à l'heure où nous parlons. Ce que l'on sait, vous avez parlé de ce gendarme qui avait manifestement, c'est ce que l'enquête dit, avait tenu des propos qui relevaient d'un islamisme militant, on va dire, qui avait eu des mailles à partir avec certains de ses collègues. Et donc, évidemment que ça n'est pas une excuse, mais le fait qu'il ait, semble-t-il, donc dans un premier temps, il a désarmé l'un de ses collègues pour se procurer une arme, et ensuite, quel est le but? Donc je crois qu'il fait 15 kilomètres. C'est la synagogue. Bien. Il n'y a justement aucun rapport entre la situation qui est présentée comme étant la sienne et ce meurtre. Donc c'est là qu'il y a quelque chose de constitutif d'un acte antisémite.
au même titre que s'il était allé s'attaquer à une communauté d'Africains subsahariens, ça aurait été aussi un crime raciste. C'est en ce sens-là qu'on peut présumer qu'il y a un motif antisémite. Là où, si vous voulez, il me semble difficile d'aller, pour l'instant, c'est de croire ou de dire, d'affirmer qu'il y a un semblant d'organisation de crimes à caractère terroriste. Je ne suis pas persuadé, ça ne minimise en rien l'acte qui a été accompli, mais l'acte terroriste, au moins, disons, au moins, le mot est mal choisi, mais se retranche derrière une sorte de vernis idéologique. Là, il semblerait qu'il n'y ait pas ça. Et c'est là que ça interroge, me semble-t-il, d'une manière plus pertinente la chose, c'est que vous avez en Tunisie, mais dans d'autres pays, une forme d'avancée sur justement une ouverture à l'autre, une ouverture au judaïsme. Et en plus, le judaïsme en Tunisie, c'est une très très vieille histoire et passionnante. Et puis, il y a un décalage aussi avec justement ce que vivent les gens, c'est-à-dire que des réflexes, parfois, sont des réflexes antisémites dans un pays où on pourrait penser que ce pays n'est pas favorable à ce genre de réflexes. Oui, Gauthier vient de le dire, c'est une communauté qui est implantée de longue date en Tunisie, avec ce pèlerinage qui a lieu chaque année dans un des lieux importants pour la communauté internationale, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de juifs étrangers qui se sont rendus sur place. Il y a un ancien ministre lui-même, issu de cette communauté qu'on a entendu, René Trabelsi. Ziad Imam, vous partagez effectivement les précautions de Gauthier sur la qualification même de cet acte? Les précautions, il faut les avoir parce qu'on n'a pas d'éléments tangibles encore de l'enquête, mais il y a des points quand même marquants. Si on suit ce que dit le ministère de l'Intérieur tunisien, il y a eu quand même une sorte de radicalisation de ce garde frontière ou de ce garde national qui avait été plus ou moins mis sur la touche ou mis de côté. Et donc quand même, il y a quelque chose qui relève de ça. Et puis la deuxième chose, c'est quand même probablement un acte isolé, puisque pour le moment, il est revendiqué par personne. Donc, d'habitude, les organisations habituelles le revendiquent assez vite. C'est quand même assez organisé. C'est-à-dire, il y a une attaque sur le port, il s'arme, il trouve un quad, donc j'imagine que ce quad, il avait des clés. Il traverse la moitié de l'île. Il est habillé en garde nationale, donc du coup, il y a une espèce de... Même s'il n'a pas le badge, puisque il semblerait que toutes les forces de sécurité avaient un badge spécifique qui permettait de se reconnaître. Il n'avait pas de badge, mais il avait la tenue, il avait le gilet pare-balles. Encore une fois, je reprends les sources qui viennent de Tunis. Donc il s'est fondu un petit peu dans le décor des sécuritaires, comme on dit, qui étaient là. Et il va vers la synagogue, et je pense que, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, il aurait pu rentrer dans la synagogue, les choses auraient été extrêmement différentes. Et là, il a été intercepté à l'entrée de la synagogue, sur le parking, semble-t-il. Encore une fois, j'utilise beaucoup de conditionnels, puisque on n'a pas tous les éléments. Donc, quand même, je trouve quand même que... vous savez, à l'époque, en France, en 2015, on parlait des loups solitaires. En Tunisie, on a eu la période aussi... Auto-radicalisés, on disait. Oui, la période des attentats 2015-2016 aussi. Je ne pense pas qu'il y a un lien avec la situation politique tunisienne. Je ne sais pas si ce monsieur appartenait ou n'appartenait pas à un groupe, mais quand même, dans la démarche, il y a quelque chose de volontaire, une volonté de tuer un lieu spécifique qui est la Ghriba, qui est un symbole religieux juif, mais qui est aussi un symbole formidable de coexistence, puisque c'est toute l'idée du pèlerinage, c'est que les communautés se retrouvent et que les musulmans sont là avec les juifs, et que les juifs du monde entier reviennent ici, voient les juifs tunisiens. Donc il y a cette idée assez forte de coexistence. Il y a eu le Covid aussi, donc 2 ans sans riba, donc je crois que c'est le deuxième depuis le Covid. Donc je pense qu'il faut quand même dire que c'est une attaque, en tous les cas préparée, préméditée, organisée, alors par un membre d'une organisation, il faut attendre un petit peu. Oui, mais alors dans ce cas-là, et heureusement, mal prémédité. Puisque justement, vous disiez à l'instant qu'on a évité le pire, c'est-à-dire un véritable massacre à l'intérieur de la synagogue même. Or là, si ça avait été préparé, excusez-moi de faire des conjectures de ce type-là, elles ont l'air macabres, mais ça aurait signifié qu'il soit au courant du dispositif qui est apparemment très conséquent de la part des forces de l'ordre tunisiennes autour de cette synagogue. Oui, et donc là, entre guillemets, là aussi, je suis gêné de dire ça, mais il ne se donne pas les moyens
d'accomplir un attentat d'envergure. Voilà. Et heureusement. Alors, oui, mais tu sais, on n'a pas tous les éléments. C'est-à-dire, c'était la fin des cérémonies, donc les gens devaient sortir. Donc, est-ce qu'il est arrivé trop tôt? On n'en sait rien. Moi, je pense que la chose importante, c'est ciblé. Oui. Alors que les forces tunisiennes étaient préparées, tant mieux, et c'est aussi un progrès, parce que venant de ce qu'on a vécu en Tunisie, encore une fois, en 2014, 2015, 2016, l'attentat de Sousse, l'attentat du Bardo, etc. Donc voilà, qu'il y ait eu 2 victimes, malheureusement, mais pas 30 ni 40, tant mieux. 3 gendarmes sont morts. Oui. Qu'il faut penser aux gendarmes et aux victimes tunisiennes des forces de sécurité. Donc voilà, et le problème, ça intervient à un moment où il y avait quand même... Comme disait Gauthier, il y a des relations très complexes et très chaleureuses entre la Tunisie et son judaïsme, parce que les relations entre la Tunisie et son judaïsme ne sont pas du tout les mêmes qu'entre la Tunisie et Israël. Oui. C'est-à-dire que autant en Tunisie, on se positionne comme un des pays d'ailleurs les plus... entre guillemets antisionistes. C'est un des pays qui refuse pratiquement toute discussion avec Israël, ce qui n'empêche pas un certain nombre de pèlerins de transiter et d'être là, venant d'Israël. Mais c'est aussi un pays avec une histoire juive très ancienne. J'aime quand même à raconter que, rapidement, dans le combat national, il y avait des juifs intellectuels engagés dans le combat anticolonial contre la France, que la situation des juifs tunisiens n'avait rien à voir avec la situation des juifs algériens. Et donc, ils étaient tunisiens. Il y a eu la guerre des 6 jours et les conflits israélo-arabes qui ont cassé... en Tunisie. Oui, pas de décret Crémieux en Tunisie. Il y a la guerre des 6 jours, les conflits israélo-arabes qui ont cassé. Moi, j'y étais 3 jours avant. Je n'étais pas à Djerba, j'étais à Tunis. Et c'était impressionnant de voir le nombre de visiteurs juifs tunisiens qui étaient là, parce que c'est leur pays, c'est leurs racines. Et on a mis beaucoup de temps à recréer ces liens-là. Et ce genre d'attaque, je pense aussi que c'est fait pour dénouer ces liens-là, pour pas que ça s'installe. Ça peut apparaître effectivement, Lilia Blaise, vu de l'extérieur, comme peut-être une forme de paradoxe, cet ancrage très profond de la communauté juive en Tunisie, qui coexiste avec une hostilité revendiquée envers Israël, à commencer d'ailleurs par le président lui-même, Kais Saied, qui en avait fait l'un de ses arguments de campagne. Lilia Blaise, vous nous entendez? Non, visiblement, on a un problème de liaison avec Lilia Blaise. Gauthier Ribinski, peut-être sur cette question, justement. Oui, pour moi, il y a un hiatus, et je dirais qu'il est... Non seulement il n'est pas spécifique à la Tunisie, mais il n'est pas spécifique à cette thématique. Sophie Bessis, d'ailleurs, nous l'expliquait il y a encore 20 minutes sur cette antenne. Oui. Moi, ce qui me paraît toujours à la fois intéressant et pertinent à interroger, c'est ce décalage qui existe souvent entre ce que le pays, par exemple ce que Bourguiba a voulu pour les femmes, et le sort dans lequel se trouvent toujours les femmes aujourd'hui en Tunisie. Il y a un énorme décalage. Non. Si. Non. Je suis pas d'accord. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. Je te laisse parler, mais vous défendez. Mais il y a classiquement entre ce qui est annoncé par le pays, on va dire légal, et c'est pas une insulte à la Tunisie, et le pays réel, il y a des différences. Et je pense aussi que dans cette affaire, encore une fois, là où nous en sommes au niveau de l'enquête, dans cette affaire, il y a quelque chose qui relève, alors peut-être effectivement d'un semblant d'un début d'organisation, pourquoi pas, mais aussi peut-être d'un climat qui est qu'on aime justement présenter de manière presque un affichage placatif ce creuset, qui est un creuset fascinant et intéressant, et au fond de syncrétisme parfois entre le judaïsme et l'islam, et qui a un intérêt et presque une valeur exemplaire, mais qui s'incarne vraiment à Djerba, enfin, qui s'incarne à Djerba, mais qui est encore une fois dans les 2 cas de figure où on interroge l'acte de ce personnage, il y a le passage à un acte antisémite qui est soit dû à une radicalisation dans un contexte
que l'on connaît, soit justement à un fond antisémite qui ressort au moment d'une adversité quelconque. Ziad, peut-être vous répondez, on va aller voir Lilia. Non, mais que l'antisémitisme soit présent en Tunisie ou ailleurs, on ne discute pas là-dessus. Et petite parenthèse, Gauthier, le sort des femmes en Tunisie est largement différent du sort des femmes dans le reste du monde arabe. Et s'il n'y avait pas eu Bourguiba, on n'aurait pas eu l'émancipation. Et si les femmes tunisiennes elles-mêmes ne menaient pas leur combat émancipateur tous les jours, elles n'en seraient pas là. Donc le cas tunisien est quand même un peu particulier. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais... tu déformes mes propos. Mais bon, continue. Il y a eu quand même un épisode récent des faits, enfin ça n'a rien à voir avec le débat qui nous anime, hein, mais il y a eu un épisode récent des Femen qui ont voulu exprimer aussi... voilà, peut-être une forme de volonté d'émancipation supplémentaire encore par rapport, par rapport à ce qui est... Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce débat. Fois, et puis ça dépend des niveaux sociaux dans lesquels on est, ça dépend des milieux dans lesquels on vit, ça dépend si on est dans une ville ouverte ou si on est loin de tout ça. Il y a une exception. Moi, je suis un peu tunisien. La Tunisie, oui. Il y a une exception tunisienne, je continue à le penser, et qui survit aux aléas de la politique. Ça n'empêche pas certains des Tunisiens de penser que Israël, c'est un État honni. Ça n'empêche pas certains Tunisiens d'être antisémites. Ça n'empêche pas certains Tunisiens d'être machistes. Ça n'empêche pas certains... Mais ils sont un peu particuliers, ils sont un peu différents par leur histoire et par le fait que ça a toujours été un pays de brassage et d'influence, que c'est leur géographie, etc. Ensuite... on serait tenté de rapprocher ça de la situation politique, puisqu'il y a eu les arrestations des Nahda, etc. Et je pense que c'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire la question des Nahda est une question de politique intérieure en ce moment en Tunisie, avec la volonté du président Kais Saied et d'une partie du régime de mettre de côté définitivement l'islam politique qui s'était embourgeoisé, on peut dire d'une certaine manière. Là, si ça se confirme, c'est pas cet islam-là. Ça, c'est les gars... c'est les dangereux, c'est les radicaux purs. Bon, il y a des mystères, hein, Gauthier, je suis d'accord. Comment on traverse en quad 20 km, c'est pas très clair tout ça. Mais je pense qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui relève de ce profil-là, c'est-à-dire du profil radicalisé, un plan, une tentative, quand même un peu organisé, avec un timing qui a échoué à 80%, malheureusement il reste 20%, mais qui a échoué à 80%. Alors, très rapidement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'il y a, en Tunisie comme ailleurs, mais justement en Tunisie parce qu'il y a eu des démarches très volontaristes et très positives en ce sens-là, celle de Bourguiba. Je pense que ça crée souvent un écart et un espace important entre ce qui est affiché par le pouvoir et ce qui est ressenti par les gens. Primo. Deuxièmement, quand vous avez un président comme le président actuel tunisien, et il y a eu ce que rappelait Raphaël, des propos qui étaient plus que douteux sur la question, et puis quand on entend par exemple dire que l'arabité de la Tunisie est menacée par les migrants subsahariens. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, mais c'est quand même l'idée que l'arabité, l'identité arabe tunisienne serait menacée. Alors là, dans les propos actuels du président, c'est menacé par des migrants subsahariens, mais est-ce qu'il n'y a pas là, je dis, un substrat qui permet à ce genre de ressenti... Une volonté d'épuration ? Pardon ? Une volonté d'épuration qui peut sortir à ces propos ? Pourquoi pas Au fond, quand on dit, ça ressemble à ce qu'on peut dire en France aussi, quand on dit qu'on a la crainte que l'identité française soit submergée. Je veux dire, il n'y a pas là-dessus, il y en a pas un pour sauver l'autre. On est quand même dans des situations où on entend ce genre de choses de part et d'autre de la Méditerranée. Donc je dis simplement, ça n'est pas faire insulte à la Tunisie que de dire que souvent, l'affichage, ce qui est donné par le pays légal, est différent par le pays réel. En plus de ça, quand on a un président qui joue sur les deux. Mais Gauthier, on va aller dîner et déjeuner ensemble. Mais cet affichage ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas uniquement dans ce sens-là. Il peut parfaitement y avoir des gens qui ressentent les choses de manière différente de leur pouvoir. Et la question, c'est pas parce que Kais Saied ou Bourguiba ou machin dit, les Tunisiens peuvent penser les choses autrement. On est bien d'accord. Et sur la question de l'émigration, sur la question du lien avec le judaïsme, etc., une grande partie des élites tunisiennes ne sont pas en phase avec le pouvoir.
elles sont déphasées, c'est-à-dire qu'elles sont sur un autre chemin. C'est qui peut expliquer justement ces décalages, bien sûr. Lilia Blaise, toujours avec nous en direct de Djerba. On n'en est pas évidemment encore à parler d'attentats puisqu'on ne connaît pas les projets qui animaient l'assaillant qui, rappelons-le, a été abattu. Toujours est-il que cette synagogue avait déjà été visée, cette fois par un véritable attentat au camion piégé. C'était il y a 21 ans, très précisément. Et puis plus récemment, Ziad l'a rappelé, la Tunisie a été le théâtre d'une succession d'attentats. On craint de voir justement revenir ce climat qui, il faut le rappeler, avait fait fuir de très nombreux touristes, qui étaient revenus ces derniers mois et qui constitue là aussi quand même un ressort très important pour l'économie tunisienne qui en a bien besoin aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses, comme vous dites, il y a eu cet attentat il y a 21 ans qui avait été revendiqué par Al-Qaïda, et puis là on est sur un modus operandi totalement différent avec justement cet acte, on ne sait pas si c'est un acte terroriste ou un acte isolé. Le ministère de l'Intérieur n'a pour l'instant pas de nouveau communiqué depuis mardi soir. Ce qu'on peut dire, c'est comme vous l'avez dit, ça peut en effet avoir un impact sur la saison touristique, même si là à Djerba, vraiment l'heure est surtout au deuil. Il y a quand même eu du côté des autorités touristiques de la ville, du ministère du Tourisme également, une volonté de rassurer. Le ministère, par exemple, a parlé d'aucune annulation pour le moment de la saison touristique dans les hôtels. Il y a toujours quand même aussi cette résilience, il faut le dire, puisque la Tunisie, comme vous l'avez dit, a déjà été touché par des attentats, mais le tourisme avait pu reprendre. Et puis il y a beaucoup de Tunisiens finalement aujourd'hui qui disent que malheureusement il y a aussi des attentats partout dans le monde et qu'il faut quand même aller de l'avant. Donc c'est vrai qu'actuellement l'heure est vraiment au deuil. Les familles et aussi beaucoup de Tunisiens habitant à Djerba, cohabitant avec des Tunisiens juifs depuis très très longtemps, ont exprimé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, leur peine. Et puis viendra ensuite l'après, s'occuper de cette saison qui doit reprendre. Merci Lilia Blaise avec nous en direct de Djerba. L'autre sujet d'actualité, ils avaient jusqu'à hier mardi pour glisser leur bulletin dans l'urne. Les électeurs turcs de l'étranger, premiers à voter avant le reste du peuple tunisien dimanche. Ils désigneront à la fois leur parlement et, plus déterminant encore, leur président, avec pour la première fois en 20 ans un vrai risque pour l'actuel titulaire, Recep Tayyip Erdogan, de se voir délogé après 2 décennies donc de règne islamo-conservateur, dont la principale ombre au bilan aujourd'hui est à la fois la hausse des prix et puis une véritable explosion d'ailleurs qui place la Turquie au rang de champion, en tout cas parmi les champions du monde de l'inflation. Et puis l'autre cause bien sûr du mécontentement, c'est aussi la gestion du tremblement de terre qui est mise au passif aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan, une gestion de la Turquie sur laquelle s'appuyait jusqu'à présent le président turc, qui n'est donc plus un argument aujourd'hui. Le roi est nu, Ziad Limam. On ne peut pas dire que Erdogan, le roi est nu. Le roi se bat, le roi rassemble des foules, le roi se bat peut-être même sur un plan plus intime, peut-être contre la maladie aussi. On a vu qu'il y avait des moments un peu difficiles. Il se bat contre l'usure du temps. Il se bat contre ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que son bilan... C'est-à-dire qu'il y a, dans le erdoganisme, il y a plusieurs moments. Il y a eu un moment extrêmement ambitieux, la rénovation de la Turquie, l'entrée de la Turquie dans le concert des nations, le fait de rentrer les masses anatoliennes dans le développement, ça on l'oublie quand même. Et puis après, il y a la Turquie autoritaire qui s'installe à partir du moment où le gulenisme arrive, où la contestation arrive, le coup d'État, tout ça, etc. Et puis là, on est quand même clairement dans une fin de règne, mais avec un homme qui n'est pas du tout déterminé à se laisser aller à cette fin de règne. Donc, est-ce que les forces démocratiques, qui sont des forces au moins aussi nombreuses que les forces de l'AKP, puisqu'on sait que c'est un 50-50 pratiquement, mais qui sont aussi des forces très divisées, ce qui n'est pas le cas des gens de l'AKP, ceux qui sont du côté d'Erdogan. Les autres, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, donc il faut qu'ils arrivent à tenir. Et puis, on a redécouvert aussi que c'est un processus électoral, ce qui est quand même étonnant. C'est-à-dire que la Turquie, malgré les années d'autoritarisme, a gardé cette capacité à faire des élections. Alors, est-ce qu'elles seront respectées, pas respectées, etc. Et puis, il y a 2 élections. Le même jour, il y a le premier tour des présidentielles et il y a les élections pour le Parlement.
Et de là, on peut faire un calcul puissance 2 et on s'aperçoit qu'il y a 8, 10, 12 options qu'on verra, je crois que c'est dimanche, c'est ça ? Si Erdogan peut passer au premier tour, mais avec une assemblée qui lui est hostile, le candidat de l'opposition peut passer au premier tour avec une assemblée qui lui serait hostile, aucun des candidats n'a d'assemblée qui lui soit proche et donc il n'y a pas de gouvernement. Enfin, il rentre quand même dans une phase extrêmement tendue, et puis j'arrêterai là. Ça a une influence pour nous, les Européens, ça a une influence sur le conflit en Turquie, le conflit en Ukraine, ça a une influence sur la Russie, ça a une influence sur la Syrie, ça a une influence sur toute la région. La Turquie est devenue centrale, et donc ce qui se passe aujourd'hui concerne effectivement tout son entourage. Ouais, on mesure effectivement à ce que vous dites, à quel point ça fait peut-être aussi partie du bilan, peut-être à mettre au crédit d'Erdogan, ça reste à voir, en tout cas à quel point il a réussi à faire de son pays une puissance centrale, à la fois membre de l'OTAN, médiatrice dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, hostile un temps à la Syrie, aujourd'hui en train de se rapprocher. Gauthier Rybinski, vous qui serez justement dimanche aux premières loges ici à France 24 pour suivre le résultat de ces élections en direct, vous avez préparé, comme l'a dit Ziad, tous ces scénarios en fonction des résultats qui peuvent sortir? Non, parce que je ne les connais pas tous et je prends des notes ce soir. Non, oui, mais bien sûr, ce qu'il y a quand même de frappant avec le personnage d'Erdogan, c'est... vous disiez justement qu'il a réussi à faire de la Turquie un pays incontournable, mais ceux qui ont cru, me semble-t-il, en une démocratie musulmane comme on peut croire en une démocratie chrétienne en Europe, en sont pour leurs frais. Parce qu'elle a été quand même, parce qu'on a vanté pendant plus d'une décennie à la fois les réussites économiques, mais aussi la poursuite de ce processus démocratique. Est-ce que c'était parce qu'on voulait le voir ou parce que Erdogan voulait nous le montrer, puisqu'il était question de l'adhésion de la Turquie à l'Europe, qui même si elle n'est pas rompue, j'allais dire dans les traités ni les processus, elle est quand même en moribonde. Est-ce que c'était ça? Parce que le tremblement de terre, et je m'arrêterai là, le tremblement de terre, c'est quand même aussi la faillite du réseau, du maillage AKP, surtout dans les campagnes ou les quartiers pauvres, c'est-à-dire avec cette idée que l'AKP, le maillage devait faire remonter à la source, en haut, des informations, et qu'au fond, elles sont peut-être remontées, mais c'est comme pour Moscou et Poutine, elles sont remontées, on n'a pas voulu les croire, ou on a eu tellement peur d'Erdogan qu'on n'a pas fait remonter la réalité. C'est ça le problème aussi de ce chef d'État-là. Clientélisme plutôt que démocratie, c'est ce que vous dites. Voilà. Bon, vous le dites. Ce sera la fin en tout cas. On va plus loin. Merci Ziad Limam, merci Gauthier Rybinski. Prochain journal dans 3 minutes. Restez avec nous.